Salut! Moi c'est Adrien, je suis chercheur CNRS au Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Donc ma spécialité c'est pas YouTube, c'est les politiques climatiques et comment les gens les perçoivent. Excusez-moi si j'ai un style trop universitaire, c'est plus fort que moi, mais soyez sûr que vous allez en apprendre un max sur le soutien populaire à la taxe carbone. Spoiler, le soutien à une taxe nationale est généralement majoritaire, même si c'est pas toujours vrai en France, et les gens soutiennent à fond une tarification mondiale du carbone. Donc, après avoir passé en revue les opinions des gens dans différents pays dans la première partie, je consacrerai la deuxième partie à détailler un plan mondial pour le climat, combinant tarification mondiale des émissions et revenu de base mondial. La première partie sera uniquement de la vulgarisation scientifique. Je présenterai des résultats d'enquête sur les perceptions et le soutien à une taxe carbone nationale, puis à une tarification mondiale. Vous comprendrez aussi la nuance entre les deux. La seconde partie, elle, sera plutôt militante. Je proposerai un plan mondial pour le climat, fort du constat établi dans la première partie qu'une majorité le soutient dans l'ensemble des pays, et j'essaierai même de vous convaincre de signer la pétition en faveur de ce plan mondial pour le climat porté par mon association Global Redistribution Advocates. C'est parti! Imaginez une taxe carbone avec transfert, c'est-à-dire une taxe sur les émissions de CO2 dont les recettes seraient redistribuées à part égale à chaque adulte français. Selon vous, est-ce qu'une telle mesure serait efficace pour réduire les émissions de CO2? Est-ce qu'elle augmenterait votre pouvoir d'achat? Est-ce qu'elle bénéficierait aux Français les plus modestes? Je vais boire très lentement pour vous laisser le temps de réfléchir. Si vous avez répondu oui aux 3 questions, il y a 85% de chances que vous souteniez la mesure. Si vous avez répondu non aux 3, il y a 97% de chances que vous la rejetiez. En d'autres termes, ce qui fait qu'on soutient une taxe carbone, c'est qu'on la perçoit comme efficace contre le changement climatique, dans son intérêt personnel et juste socialement. Différentes enquêtes dans différents pays ont dégagé ces 3 perceptions comme étant les perceptions déterminantes pour soutenir une taxe carbone. Et au fait, si vous avez répondu oui aux 3 questions, vous êtes une perle rare. Car avec mon co-auteur Thomas Douen, nous avons réalisé une enquête sur un échantillon représentatif de 3000 Français et seuls 10% des gens soutenaient la taxe carbone avec transfert, alors que 70% s'y opposaient, le reste étant indifférent. Alors certes, on a fait passer le questionnaire au pire moment, en février-mars 2019. Pourquoi le pire moment ? Et bien à ce moment-là, bizarrement, le soutien à la taxe carbone a chuté. Il est remonté à un niveau 3 fois plus élevé un an après, comme le montre une vague ultérieure de mon enquête. Et dans l'enquête récurrente menée par l'ADEME chaque été, donc avant et après le mouvement des Gilets jaunes, on voit à peine cette baisse du soutien à la taxe carbone, ce qui montre qu'elle était déjà largement résorbée dès la fin du mouvement. Et quand je dis que le soutien a baissé bizarrement, c'est pas tout à fait ironique. Car ce qu'on a testé dans notre enquête, c'est une taxe carbone avec transfert. C'est pas la hausse de la taxe carbone accélérée par Emmanuel Macron et dont l'usage des recettes n'était pas spécifié et coïncidait avec un détricotage de l'impôt sur la fortune et une baisse pérenne des cotisations sociales. La hausse de la taxe carbone décidée par le président et qu'il a annulée pour calmer les gilets jaunes était régressive. C'est-à-dire qu'elle bénéficiait aux plus riches et nuisait aux plus modestes. A l'inverse, si les recettes avaient été utilisées pour verser un transfert égal à chaque adulte, la mesure aurait été progressive, c'est-à-dire qu'en moyenne, elle aurait profité aux plus modestes et nui aux plus aisés. Pour comprendre pourquoi, regardez cette petite animation. Les entreprises et les particuliers payent pour les gaz à effet de serre qu'ils émettent. Cela les incite à réduire leurs émissions. Pour compenser les hausses de prix, les recettes de la taxe carbone seraient redistribuées à tous les ménages, quel que soit leur revenu. Chaque adulte recevrait ainsi 160 € par an. En moyenne, les personnes modestes possèdent des voitures plus légères, vivent dans des logements plus petits et prennent moins l'avion, donc elles utilisent moins de combustibles fossiles que la moyenne. Comme elles recevraient le même montant que tout le monde, les personnes modestes profiteraient généralement d'une taxe carbone avec transfert.
À l'inverse, les plus aisés seraient plutôt perdants. Bon, si c'est pas encore tout à fait clair, ou si vous voulez plus de détails, je vous conseille la vidéo de Philoxime sur le sujet. Donc en un sens, c'est bizarre que les Français soient opposés à une mesure progressive qui augmenterait le pouvoir d'achat de 70% des ménages selon nos estimations. Mais d'un autre côté, ça se comprend aussi très bien. Pendant le mouvement des Gilets jaunes, les gens avaient de l'empathie pour ce mouvement et avaient donc une réaction épidermique contre toute taxe carbone. Surtout que c'est facile de confondre taxe carbone version gouvernement et la taxe carbone avec transfert quand on n'est pas expert sur le sujet. N'empêche que quand on leur explique avec une petite vidéo, dont est extrait ce que je viens de vous montrer, beaucoup de gens comprennent qu'une taxe carbone avec transfert est progressive, et le taux de soutien augmente de 10 points. C'est d'ailleurs le cas de Priscilla Ludowski. Vous vous souvenez, celle qui est à l'origine du mouvement des Gilets jaunes, avec sa pétition pour une baisse du prix des carburants à la pompe. Eh ben, le réseau Action Climat est allé lui parler et l'a convaincu de soutenir une taxe carbone avec transfert. Ok. Priscilla Ludowski a compris qu'une taxe carbone avec transfert profiterait aux plus modestes. Mais qu'en est-il du reste des gens ? Avec de nouveaux co-auteurs, j'ai mené une autre enquête sur 40 000 personnes dans 20 pays qui permet de comprendre le soutien et les perceptions à une taxe carbone au niveau national. Les échantillons sont vraiment représentatifs de la population dans les pays à haut revenu, mais surreprésentent les personnes jeunes et éduquées dans les pays à moyen revenu. Je vais donc me concentrer sur les résultats dans les pays à haut revenu. Dans ces pays, seule une personne sur 5 pense qu'une taxe carbone avec transfert bénéficierait aux personnes les plus modestes, aux classes moyennes ou à leur propre ménage, alors que 2 fois plus, donc 2 personnes sur 5, pensent qu'une telle taxe nuirait à ces catégories de la population. Par ailleurs, plusieurs enquêtes ont montré qu'une taxe carbone était largement perçue comme inefficace pour réduire les émissions de CO2. Les perceptions pessimistes sont largement répandues. Du coup, ça augure mal pour un soutien populaire à la taxe carbone, me direz-vous. Et bien malgré cela, il y a une majorité de la population en faveur d'une taxe carbone dans quasiment tous les pays. On le voit dans notre enquête, je vais y venir, et on le voit aussi dans d'autres sondages, comme celui commandé par EDF en 2019. Les 5 pays qui font exception sont la France, la Belgique et 3 autres pays européens. Dans le sondage EDF, l'usage des recettes n'est pas spécifié. Dans notre enquête dans 20 pays, on teste différentes variantes de la taxe carbone, correspondant chacune à un usage différent des recettes. On a mesuré le soutien avec une échelle qui allait de très opposé à très favorable. Par la suite, ce que j'appelle le soutien absolu, c'est le taux de réponse favorable. Et ce que j'appelle le soutien relatif, c'est le taux de réponse favorable parmi les réponses favorables ou opposées, c'est-à-dire en excluant les indifférents. Examinons le soutien relatif pour chaque variante. La seule variante qui n'obtient pas de soutien relatif majoritaire dans les pays à haut revenu, pris dans leur ensemble, c'est celle qui ne spécifie pas l'usage des recettes. Celle décriée par les Gilets jaunes et étudiée dans le sondage EDF donc. La deuxième moins appréciée, c'est la taxe avec transfert. Elle obtient malgré tout un soutien relatif majoritaire dans la plupart des pays, mais avec 3 exceptions, le Danemark, l'Allemagne et la France. Les variantes qui sont préférées sont celles qui apparaissent clairement progressives ou efficaces pour réduire les émissions de CO2. Elles obtiennent 70 à 85% de soutien relatif. C'est le cas d'une taxe avec transfert, avec des transferts ciblés pour les personnes les plus pauvres, ou d'une taxe qui finance des investissements décarbonés. Les mêmes préférences concernant l'usage des recettes sont observées dans d'autres études. Par exemple, celle de Beiser-McGrath et Bernauer, qui montre également que le montant de la taxe joue beaucoup sur le soutien. Plus la taxe est élevée, plus le soutien est faible. Ou bien celle de Maestre-Andres et ses co-auteurs, qui montre que l'usage préféré des recettes est un mix entre investissements décarbonés, des transferts ciblés vers les plus pauvres et des transferts pour tous les ménages. Récapitulons. Les gens soutiennent d'autant plus une taxe carbone qu'elles la considèrent comme efficace pour réduire les émissions de CO2, dans leur intérêt et juste. Or, une taxe carbone avec transfert égaux pour tout le monde réduit les émissions nationales, bénéficie à la majorité de la population et en particulier aux plus modestes. Mais les gens sont sceptiques et ne le perçoivent pas ainsi. Du coup, le soutien à une taxe carbone avec transfert reste modéré. Mais alors,
Qu'en est-il d'une tarification mondiale du carbone qui financerait des transferts égaux pour tous les humains? Comme je le montre dans une autre vidéo, une telle taxe profiterait aux personnes qui émettent moins de CO2 que la moyenne mondiale et nuirait à la plupart des gens dans les pays à haut revenu qui émettent plus que la moyenne mondiale. Donc d'un côté, les gens dans les pays à haut revenu pourraient préférer la version mondiale car elle est encore plus juste et efficace que la version nationale. En effet, elle opère une redistribution mondiale des richesses, des plus riches vers les plus pauvres, et elle réduit l'ensemble des émissions humaines. D'un autre côté, les gens pourraient préférer la version nationale, car la version mondiale nuit à leur intérêt personnel. Alors, lequel des deux effets domine ? Dans notre enquête dans 20 pays, on a cherché à savoir si les gens soutiendraient une tarification mondiale avec transfert. Pour cela, on a utilisé deux approches. La première approche commence par cette question. Tous les pays ont signé l'accord de Paris qui vise à contenir le réchauffement climatique nettement en dessous des 2 degrés. Pour limiter le réchauffement climatique à ce niveau, les émissions de gaz à effet de serre mondiales à venir doivent être limitées à un certain niveau appelé budget carbone. Chaque pays pourrait avoir comme objectif d'émettre moins qu'une part donnée du budget carbone. Pour respecter le budget carbone mondial, les pays qui émettent plus que leur part nationale paieraient une indemnité aux pays qui émettent moins que leur part. Soutenez-vous une telle politique? Dans tous les pays, une majorité absolue répond plutôt favorable ou très favorable à cette question, et dans les pays à haut revenu, le soutien relatif est de 84%, soit autant que pour les politiques nationales les plus soutenues. Vous me direz, cette question n'est pas précise, car on ne détaille pas comment seraient réparties les parts nationales du budget carbone. On s'attelle justement à cet épineux problème de la répartition des efforts entre les pays dans la question suivante. En cohérence avec les autres études sur le sujet, cette question révèle un consensus en faveur d'un système qui alloue à chaque pays une part du budget carbone proportionnelle à sa population. Cette répartition égalitaire correspond à un égal droit d'émettre du CO2 pour chaque humain. À l'inverse, allouer le budget carbone selon des parts proportionnelles aux émissions actuelles est l'option la moins préférée dans tous les pays, y compris dans les pays à haut revenu, qui pourtant défendent cette solution dans les négociations internationales. Enfin, les répartitions qui profitent encore plus aux pays à bas revenus que la répartition égalitaire obtiennent un taux de soutien intermédiaire. C'est par exemple le cas de la répartition qui tient compte des responsabilités historiques et donne ainsi plus de droits à émettre aux pays qui ont moins émis par le passé. Ces résultats sont très encourageants car ils indiquent un potentiel consensus en faveur d'une mesure qui mettrait fin au réchauffement climatique et redistribuerait les richesses au niveau mondial. Pour être sûr que ce genre de mesure obtient un soutien majoritaire, notamment dans les pays à haut revenu, voici la deuxième approche avec laquelle nous avons posé une question sur la tarification mondiale du carbone avec transfert. Imaginez la mesure suivante. Une taxe mondiale sur les émissions de gaz à effet de serre finançant un revenu de base mondial. Une telle mesure augmenterait progressivement le prix des combustibles fossiles. Par exemple, le prix de l'essence augmenterait de 10 centimes par litre dans les premières années. La hausse des prix encouragerait les personnes et les entreprises à utiliser moins de combustibles fossiles, ce qui réduirait les émissions de gaz à effet de serre. Les recettes de la taxe seraient utilisées pour financer un revenu de base de 30 $ par mois pour chaque adulte humain, ce qui permettrait de sortir de l'extrême pauvreté les 700 millions de personnes qui gagnent moins de 2 $ par jour. Le Français moyen serait légèrement perdant financièrement avec cette mesure, car elle ou il ferait face à des hausses de prix de 38 € par mois, davantage que les 25 € par mois qu'elle ou il recevrait. Êtes-vous favorable ou opposé à une telle mesure ? Dans cette approche, nous explicitons aux répondants le gain ou la perte de pouvoir d'achat pour l'individu moyen de leur pays pour être sûr qu'elles comprennent bien les enjeux distributifs de cette mesure. Une autre différence, c'est qu'ici, on ne dit pas que le budget carbone sera respecté, donc la mesure peut paraître moins efficace. Effectivement, le soutien est significativement plus faible avec cette façon d'approcher la question. Le soutien relatif est d'environ 50% dans les pays à haut revenu. Malgré tout, l'échelle mondiale est de loin l'échelle préférée pour mettre en œuvre des politiques climatiques, loin devant l'échelle européenne, nationale ou locale, comme le montre cette autre question.
Notre enquête est, à ma connaissance, la première à avoir posé des questions sur les politiques climatiques mondiales et le fort taux de soutien nous a surpris. Nous avons donc décidé de creuser la question à l'aide d'une nouvelle enquête aux États-Unis et dans 4 pays européens, dont la France, pour mesurer plus finement le soutien à des politiques mondiales impliquant des transferts vers les pays à haut revenu, vers les pays à bas revenu et tester si le soutien à ce genre de mesures est véritablement sincère. Pourquoi les réponses ne seraient-elles pas sincères? Eh bien, on s'est demandé pourquoi il y aurait d'une part un fort soutien à des politiques redistributives au niveau mondial, d'autre part, personne qui ne défend de telles mesures dans le débat public, aucun parti qui ne fait campagne là-dessus. Une des hypothèses, c'est que les gens ne sont pas sincères quand ils disent soutenir de telles mesures. Dans nos enquêtes complémentaires, on s'est focalisé sur une mesure très proche des 2 dernières que j'ai décrites, qu'on a appelé le plan mondial pour le climat. Voici la façon dont on le décrit aux répondants, et promis, c'est la dernière fois que je lis un texte durant cette vidéo. En 2015, tous les pays se sont mis d'accord pour contenir le réchauffement climatique bien en dessous des 2 degrés. Pour limiter le réchauffement climatique à ce niveau, il existe une quantité maximale de gaz à effet de serre que nous pouvons émettre à l'échelle mondiale. Pour respecter cet objectif climatique, on peut créer des permis d'émission de gaz à effet de serre en nombre limité à l'échelle mondiale. Les entreprises polluantes seraient tenues d'acheter des permis pour couvrir leurs émissions. Une telle politique obligerait les compagnies pétrolières à payer leurs émissions et augmenterait progressivement le prix des combustibles fossiles. Des prix plus élevés encourageraient les ménages et les entreprises à utiliser moins de combustibles fossiles, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre. Conformément au principe selon lequel chaque être humain a un droit égal à polluer, les revenus générés par la vente de permis pourraient financer un revenu de base mondial. Chaque adulte recevrait 30 € par mois, sortant ainsi de l'extrême pauvreté les 700 millions de personnes qui gagnent moins de 2 $ par jour. Le Français type perdrait financièrement 10 € par mois, car il ferait face à 40 € par mois d'augmentation de prix, ce qui est supérieur aux 30 € qu'il recevrait. La mesure pourrait être mise en place dès que des pays qui totalisent plus de 60% des émissions mondiales s'accordent dessus. Les pays qui refuseraient de participer à la mesure pourraient faire face à des sanctions, comme des droits de douane, du reste du monde et seraient exclus du revenu de base. C'est un gros pavé à digérer, mais on s'est assuré que les gens avaient bien tout compris en leur posant des questions de compréhension sur ce qui est le plus problématique, qui y gagne et qui y perd avec une telle mesure. Pour motiver les gens à bien répondre, on a versé 50 € à 3 personnes tirées aléatoirement parmi ceux qui avaient la bonne réponse. On a posé 2 questions de compréhension comme ça. Après chaque question, on a donné la réponse correcte, et entre les 2 questions, on a décrit à nouveau la mesure d'une façon plus succincte. Bref, c'était bien clair pour les répondants qu'ils y perdraient avec une telle mesure. Cette question est un mix des 2 approches du sondage précédent. D'une part, on parle d'instaurer une limite à nos émissions. Donc, avec cette tarification, contrairement au cas de la taxe, on est sûr d'atteindre nos objectifs climatiques. D'autre part, on rend les coûts explicites, donc les gens comprennent que cette mesure n'est pas dans leur intérêt personnel financier. On a ensuite testé le soutien au plan mondial pour le climat à l'aide d'une simple question oui/non. 76% des Européens soutiennent la mesure. C'est une majorité écrasante et c'est bien plus que le soutien à une taxe avec transfert au niveau national. Et ce, alors même que la majorité des Européens seraient gagnants dans le cas d'une taxe avec transfert au niveau national et perdants dans le cas d'une tarification avec transfert au niveau mondial. Cela montre qu'une majorité des Européens est prête à perdre quelques dizaines d'euros par mois si ça permet de façon crédible de mettre fin au changement climatique et à l'extrême pauvreté sur la planète. Aux États-Unis, le soutien est majoritaire, mais la majorité est courte, à seulement 54%. 2 raisons peuvent expliquer cela. D'une part, les Américains sont très polarisés sur la question du climat. 74% des démocrates soutiennent la mesure, mais c'est seulement 26% des républicains. D'autre part, les Américains ont plus à y perdre que les Européens. L'Américain type perdrait 85 $ par mois avec cette mesure, contre 25 $ par mois pour l'Allemand type, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Cette carte montre les effets distributifs du plan mondial pour le climat selon les calculs qu'on a utilisés pour rédiger la question. Pour être précis, il s'agit des gains nets médians par pays résultant d'un prix du carbone de 90 $ par tonne de CO2. On y voit nettement que le plan mondial pour le climat opérerait une redistribution des pays avec une empreinte carbone plus élevée que la moyenne, comme les États-Unis, vers les pays avec une empreinte carbone plus faible, comme l'Éthiopie.
Bon, les gens disent qu'elles soutiennent le plan mondial pour le climat, mais sont-elles sincères? Notre analyse indique que oui. Le soutien déclaré en faveur du plan mondial pour le climat est bien sincère. Pour le savoir, nous avons utilisé différentes méthodes et je ne vais présenter ici que les éléments les plus probants. Les plus curieux pourront aller voir le papier pour voir les autres méthodes, comme la disposition à signer une pétition en sachant que les résultats seront transmis au cabinet du chef d'État, ou une expérience de liste, comme on dit, pour détecter les biais de désirabilité sociale. Le résultat le plus probant selon nous vient d'une question pour laquelle on s'est inspiré du travail de thèse de Farsan Gassim, qui a montré que les Verts et les socialistes allemands gagneraient 12 points d'intention de vote s'ils défendaient des mesures pour une démocratie mondiale. Pour cette question, on a préparé deux programmes politiques crédibles, l'un progressiste, l'autre conservateur, et on a demandé aux répondants d'imaginer que le second tour de la prochaine élection présidentielle opposerait deux candidats avec ces programmes respectifs. Ça c'est pour la France, on a ajusté la question avec l'élection principale dans chaque pays. Pour une moitié aléatoire de l'échantillon, on a ajouté au programme progressiste le plan mondial pour le climat. On a ensuite demandé aux répondants pour quel candidat elle ou il voterait. Cette table indique l'effet sur le vote pour le candidat progressiste d'inclure dans son programme le plan mondial pour le climat. En France, inclure le plan mondial pour le climat ferait gagner 11 points à un candidat progressiste au deuxième tour. Bon, la France est le seul pays où l'effet est vraiment significatif, mais dans aucun pays, inclure le plan mondial pour le climat ferait perdre des voix à un candidat progressiste de façon statistiquement significative. Aux États-Unis, l'effet est positif de 3 points et il est quasiment significatif. En termes techniques, la valeur P est de 13%, ce qui signifie qu'il n'y a que 13% de chances qu'on ait estimé un effet aussi large alors que le véritable effet sous-jacent serait négatif. Mais ce n'est pas tout. On a posé deux autres questions du même type. Le cadrage de ces questions est différent aux États-Unis et en Europe. En Europe, on demande aux répondants d'imaginer que la gauche ou le centre-gauche remporte les prochaines élections et on présente deux programmes sur lesquels la gauche ou le centre-gauche pourraient faire campagne. Aux États-Unis, on présente les deux programmes comme étant ceux des deux principaux candidats à la prochaine primaire démocrate et on ne pose pas la question aux républicains, seulement aux démocrates, aux indépendants et aux non-affiliés. On demande aux gens de choisir entre le programme A et le programme B et on leur indique que chaque mesure dans les programmes a été tirée aléatoirement à partir d'un ensemble de mesures de gauche ou de centre-gauche. Dans la première des deux questions, on n'inclut pas le plan mondial pour le climat dans l'ensemble des mesures qui peuvent être tirées, mais on l'ajoute toujours dans le programme A. 60% des gens préfèrent le programme A qui contient le plan mondial pour le climat. Du fait que, à part cette mesure, les programmes sont en moyenne les mêmes, et du fait que les répondants ne peuvent pas savoir que ce qui nous intéresse dans cette question, c'est le plan mondial pour le climat, ces résultats sont très révélateurs de la sincérité du soutien pour le plan mondial pour le climat et du potentiel électoral pour les partis qui le soutiendraient, en tout cas pour les partis de gauche ou de centre-gauche. Dans la seconde question, on tire les programmes de façon complètement aléatoire, y compris le plan mondial pour le climat. Ainsi, ce plan peut apparaître soit dans le programme A, soit dans le programme B, soit dans les deux programmes, soit dans aucun. En fait, pour chaque domaine politique, on tire aléatoirement une mesure ou une absence de mesure. Sur ce graphique, qui présente les résultats pour la France, on peut lire l'effet d'inclure une mesure, par rapport à une absence de mesure dans le domaine, sur la probabilité que le programme soit préféré. En Allemagne, en France et au Royaume-Uni, un programme a 9 à 13 points de pourcentage plus de chances d'être préféré s'il inclut le plan mondial pour le climat. En Espagne et aux États-Unis, l'effet est également positif mais plus faible et non statistiquement significatif. Ce qui est frappant dans le cas de la France, c'est le décalage entre les mesures les plus populaires et les mesures effectivement mises en œuvre. Les mesures les plus populaires sont une hausse du budget de l'éducation nationale et de la santé, un plan pour l'isolation thermique des bâtiments, le plan mondial pour le climat, une taxe mondiale sur les millionnaires et une assemblée démocratique mondiale sur le changement climatique. Tandis que les mesures les plus impopulaires sont un recul de l'âge légal de départ à la retraite et une interdiction de la vente de voitures thermiques neuves en 2030.
Dans tous les pays, on observe un ordre similaire dans la popularité des mesures. Les mesures les plus populaires sont celles qui améliorent les services publics ou augmentent le salaire minimum, suivies de près par les mesures de redistribution mondiale. Et l'interdiction de la vente de voitures thermiques neuves, qui entrera en vigueur en 2035 dans l'Union européenne et en Californie, et que je soutiens personnellement, elle fait partie des 3 mesures les moins appréciées dans l'ensemble des pays. En voyant ces résultats, je tire plusieurs leçons. Premièrement, s'il y a un nouveau mouvement social contre une politique climatique, ce sera peut-être contre l'élimination des voitures thermiques et pas contre la tarification carbone. Deuxièmement, les mesures adoptées ne reflètent pas toujours les préférences de la population. Troisièmement, il semble qu'une bonne partie de la population dans tous les pays soutiennent davantage de solidarité au niveau mondial. En même temps, aucun parti ne propose des mesures de redistribution mondiale. Personne ne défend ça dans le débat public. Ça m'interpelle, car les résultats que je viens de montrer suggèrent qu'une grande coalition internationale d'acteurs soutiendrait de telles mesures, et que les gouvernements ne perdraient pas en popularité s'ils les mettaient en œuvre, bien au contraire. Pour la fin de cette vidéo, je vais ôter ma casquette de chercheur et endosser ma casquette de militant. En découvrant ces résultats cet hiver, j'ai décidé de monter une association de plaidoyer pour la redistribution mondiale, intitulée Global Redistribution Advocates. J'ai déjà donné les éléments principaux du plan mondial pour le climat. Mais depuis que j'ai décidé de monter une asso, j'ai réfléchi en profondeur à quoi pourraient ressembler les détails de ce plan. On a déjà vu qu'une majorité dans tous les pays où on a enquêté soutenait ce plan. Maintenant, je vais essayer de vous convaincre que ce plan est également juste et réalisable. Le plan mondial pour le climat s'articule autour de 3 principes. Premier principe, un budget carbone qui permet de limiter le réchauffement climatique sous les 2 degrés, objectif universellement adopté lors de l'accord de Paris. Les pays signataires s'accorderaient sur une trajectoire d'émissions, ce qui fixerait un quota annuel mondial et assurerait que les émissions décroissent en conformité avec l'objectif. Les permis d'émissions seraient mis aux enchères chaque année, ce qui ferait payer les pollueurs pour leurs émissions. À la place de ce système d'échange de quotas, on pourrait tout aussi bien mettre en place une taxe. Mais il faudrait alors ajuster chaque année le montant de la taxe pour s'assurer de respecter la trajectoire d'émission. Le choix de cette trajectoire est un des éléments cruciaux à négocier dans un tel plan. Deuxième principe, les recettes générées par la tarification carbone seraient redistribuées en un revenu de base mondial. D'après mes estimations, le revenu de base démarrerait à 30 $ par mois pour chaque adulte humain et atteindrait rapidement un plateau à 50 $ par mois avant de redescendre à zéro dans la deuxième moitié du siècle lorsqu'on atteindra la neutralité carbone. 30 $ par mois, ça peut paraître très faible, mais ça permettrait de doubler le niveau de vie du milliard d'humains avec les revenus les plus faibles. Je ne vous le cache pas, distribuer un revenu de base à des populations qui n'ont pas internet, pas d'électricité et parfois même pas d'état civil, tout en empêchant la fraude, c'est-à-dire que des gens puissent toucher plusieurs fois le revenu de base, ça soulève un grand défi technique et organisationnel. Pour autant, des solutions existent. J'en évoque une dans ma vidéo sur le revenu de base en Inde. Il s'agit du système d'identification biométrique déployé par l'Inde en seulement 7 ans et qui a fourni à 99% de la population indienne une identité sécurisée et reliée au compte en banque. Alors certes, les capacités institutionnelles de certains pays africains ne sont pas aussi développées qu'en Inde, mais entre Internet par satellite et des smartphones qui peuvent à la fois servir de moyens de paiement et d'authentification avec une identité biométrique, on a probablement déjà les technologies requises pour distribuer un revenu de base. Et même s'il s'avère que la distribution d'un revenu de base n'est pas possible pour tout de suite, on pourra toujours se rabattre vers des transferts aux États en s'assurant qu'ils les utilisent pour développer les services publics et les infrastructures. Troisième principe. Ce système entrerait en vigueur dès lors que des États couvrant 60% des émissions mondiales l'auront ratifié. Il y aurait aussi des mécanismes pour encourager les autres États à participer. Les économistes appellent ça un club climatique. L'élément de base d'un club climatique, c'est une taxe carbone aux frontières qui taxe les biens importés depuis un pays hors du club en fonction de leur contenu carbone. L'Union européenne est en train de mettre ça en place à son échelle. Ça permet d'éviter les délocalisations vers des pays avec une régulation des émissions moins ambitieuse et d'inciter ces pays à adopter une régulation ambitieuse et à rejoindre le club. Au-delà de cette taxe carbone aux frontières,
Calés sur le prix du carbone à l'intérieur du club, les pays membres du club pourraient imposer des sanctions aux pays non membres. On peut penser à un taux plus élevé sur la taxe carbone aux frontières ou à une interdiction de voyager à l'intérieur du club pour les élites des pays non membres. Mais ce n'est pas sûr que ces sanctions soient efficaces pour inciter ces pays à rejoindre le club. Le club devra donc bien doser les sanctions. Sur cette carte, on peut voir les gains en bleu et les pertes en rouge pour chaque pays si le monde entier rejoignait le système que je viens de décrire. Cette estimation intègre les gains et pertes chaque année entre maintenant et 2080, date à laquelle on aurait atteint la neutralité carbone. Sans surprise, les pays du Nord seraient perdants et les pays tropicaux gagnants. Au-delà de ça, certains éléments peuvent vous inquiéter. On voit que certains pays à moyen revenu, tels que l'Afrique du Sud, l'Irak ou la Chine, seraient perdants. Cela découle naturellement du fait qu'ils ont des émissions par habitant plus élevées que la moyenne mondiale. Mais ça peut paraître injuste de faire payer des populations qui gagnent moins que la moyenne mondiale ou pas beaucoup plus. Et puis, quel intérêt ces pays auraient-ils à rejoindre l'accord s'ils y perdent? Ce ne sont probablement pas quelques menaces de sanctions qui vont faire basculer la Chine. Or, la coopération de la Chine est indispensable si on veut mettre fin au réchauffement climatique. La Chine, c'est 30% des émissions mondiales. Pas d'inquiétude. Pour ne pas pénaliser les pays à moyen revenu, le plan mondial pour le climat leur permettrait de participer au système de permis d'émission, mais de se retirer de la mutualisation des recettes. Plus précisément, une clause d'opt-out permettrait aux pays dont le PIB par habitant ne dépasse pas la moyenne mondiale de plus de 50% de conserver les recettes prélevées sur leur territoire et d'en faire ce qu'ils veulent. On s'assure ainsi que les pays à moyen revenu comme la Chine ne sont ni perdants ni gagnants dans le système. Et sur un autre sujet, il y aurait aussi une clause qui empêche qu'un pays à haut revenu puisse être gagnant si d'aventure il se décarbone si vite que ses émissions par habitant descendent sous la moyenne mondiale. Pour les plus curieux, tous les détails du plan sont expliqués dans la policy brief et comme pour tout le reste, tous les liens sont en description. Une fois ces ajustements pris en compte, voici la carte des gagnants et perdants du plan mondial pour le climat. Comme vous le voyez, la plupart des pays sont soit gagnants, comme l'Inde, soit ni gagnants ni perdants, comme la Chine. Si on ajoute à ces pays l'Union européenne et le Royaume-Uni, qui sont certes perdants, mais dont les 3/4 de la population soutient le plan, on couvre déjà 77% des émissions mondiales et l'accord peut donc entrer en vigueur. J'ai peu d'espoir que les pays du Golfe ou la Russie participent au système. Pour ce qui est des autres pays riches, notamment les États-Unis, la situation est incertaine. Certes, on a vu qu'une majorité d'Américains soutient le plan, mais la majorité est courte et l'opinion peut changer si des personnalités médiatiques prennent position contre ce plan. Surtout, les républicains sont largement opposés à ce plan et les États-Unis ne peuvent pas ratifier un traité international sans l'accord de la Chambre des représentants, du Sénat et du président. Il faudrait donc que les démocrates contrôlent ces trois pouvoirs, ce qui n'est pas gagné. Mais il y a une solution pour contourner ce problème, permettre à des États d'entrer dans l'accord même si le niveau fédéral ne participe pas. Le plan contient quelques clauses pour faciliter ça. Et comme la Californie, l'État de New York ou encore le Massachusetts sont largement démocrates, il y a bon espoir que ces États riches et puissants rejoignent le club. Voilà! Si cet exposé vous a convaincu, je vous invite à partager la vidéo, à signer la pétition en faveur du plan mondial pour le climat et à faire une donation, même d'1 € à notre association Global Redistribution Advocates. Pour l'instant, on n'est qu'une dizaine de bénévoles, mais on ambitionne d'embaucher une ou un chargé de plaidoyer à plein temps pour contacter un maximum d'élus dans le monde entier. Et puis, si ça ne vous a pas convaincu, je suis curieux de lire vos critiques, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo ou sur Twitter, sur un ton bienveillant s'il vous plaît. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!